Bonjour. Bonjour. Alors on commence par la question traditionnelle, Bruno, sur l'état du groupe, sur les absences éventuelles, sur les retours éventuels aussi. Pas de retour, une absence supplémentaire, celle de Flavien Tay, qui a pris un coup à la cheville et qui sera absent pour le match de demain. Est-ce qu'il y a eu des améliorations pour Amari? Sur une dernière fois, est-ce qu'il pourrait revenir avant la trêve Ça s'améliore, mais il n'y a pas pour l'instant de délai optimal pour sa reprise, pas plus que ce qui était prévu au départ. Donc pour l'instant, on est sur les mêmes délais qui étaient prévus au départ, mais on ajustera si on peut, évidemment de manière positive, si son état le permet. Mais pour l'instant, ça suit son cours, c'est normal, c'est une évolution normale, mais qui n'est pas plus rapide que celle qui était prévue. Juste, comment vont les têtes après 2 jours après l'élimination? On a tous eu beaucoup de maux de tête jeudi, dans la nuit de jeudi à vendredi notamment. Aujourd'hui, notre métier, c'est de passer à autre chose, de rebondir, de préparer le match qui arrive, parce que c'est celui qui est le plus important. Malheureusement, on ne peut plus rien faire à celui de jeudi. Mais aussi et surtout, sans occulter l'élimination, voir les choses qui ont été positives sur le match de jeudi, qui a été un match dans la continuité de ce qu'on avait fait contre Clermont, avec même pour moi, plus de constance encore face à une meilleure équipe. C'est un derby de déçus, finalement. Les deux équipes ont été éliminées, mais on a l'impression que la claque, ou en tout cas le coup, il est un peu plus sévère pour vous que pour Nantes, non? Sûrement, enfin je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête des Nantais, mais sûrement parce que le scénario du match fait qu'il y a une déception et des émotions qui sont montées très hautes et retombées très basses en l'espace de peu de temps, alors que pour eux, ils étaient menés très rapidement avec un joueur expulsé, donc je pense qu'ils savaient très bien qu'au bout de 25 minutes, ça allait être très très compliqué. Donc forcément, mais c'est quand même une élimination aussi pour eux. Après un match aller où ils avaient été héroïques, où ils avaient aussi plein d'espoir. Donc forcément, il y a aussi certainement chez eux une grande déception de sortir de la Coupe d'Europe, comme nous tous. Est-ce que le fait que ce soit un derby à préparer après une déception comme ça, est-ce que ça aide dans la préparation? Est-ce que ça rend les choses plus faciles pour... Oui, je pense que c'est mieux de jouer un derby, de jouer dans un stade qui va être plein, où il y aura une grande ambiance, que de jouer un match plus anodin. Mais on est professionnel, donc on se prépare, quel que soit le match, de la même manière, à 100% pour être performant. Peut-être une question où en est pour toi la culture européenne de Rennes, oui, aujourd'hui par rapport au côté compétiteur que ça réclame? C'est difficile. Je pense qu'on est encore un club qui, je dirais pas en apprentissage, mais qui est un club un peu neuf dans l'expérience européenne, puisque ça fait 5 saisons de suite qu'on participe aux joutes européennes. Si on prend le club qui nous a éliminés, ils ont une expérience européenne largement supérieure à nous. Je parle du club. Après, c'est une épopée où on a perdu un seul match et qui nous coûte très cher. Ce sont des matchs qui vont nous faire grandir aussi en tant qu'équipe, en tant en tant que joueur aussi, et qui va aussi faire grandir le club, je pense. C'est souvent dans les échecs durs à encaisser qu'on apprend le plus, si on en tire les leçons. Est-ce que cet échec européen, selon toi, même s'il y a beaucoup d'absents, beaucoup de blessés depuis maintenant 1 mois et demi, est-ce que ça montre aussi peut-être des manques sur le recrutement, des joueurs peut-être d'expérience ou de profils particuliers que vous aviez ciblés qui ne sont pas venus, des défenseurs expérimentés? Non, mais la première partie de votre question est intéressante parce qu'on oublie quand même qu'on a 3 joueurs d'expérience absents pour cette double confrontation.
que sont Amari Traoré, notre capitaine, 4 même, parce que je rajouterai après Benjamin sur le match retour. Amari Traoré, notre capitaine, Martin Terrier, notre fer de lance de l'attaque, et Tcheka, qui est certainement un des joueurs les plus expérimentés du groupe. Plus sur le match retour, notre vice-capitaine, Bourige, qui fait partie des joueurs les plus expérimentés aussi du groupe. Donc, ce ne sont pas des excuses, mais il faut reconnaître qu'en ce moment, on n'est pas non plus en grande réussite, à l'image du but qu'on encaisse d'ailleurs à la 119e minute, qui, à une minute près, aurait changé beaucoup d'analyses, beaucoup de commentaires suivant le résultat. Bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce que tu juges quand même qu'on a beaucoup parlé peut-être des limites du club dans les ambitions européennes par rapport au modèle qui est celui du club, c'est-à-dire de croire en les jeunes? Est-ce que tu continues de croire à ce modèle, à cette philosophie? Parce que pour toi, la limite, elle est peut-être là finalement, malgré les absences qu'on vient de citer. Oui, je continue de croire que la formation, l'intégration de très jeunes joueurs ou de jeunes joueurs au Stade Rennais est un des piliers très très importants du projet du club. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit aussi s'interroger, se poser des questions sur la globalité, l'homogénéité du groupe, et peut-être avoir une réflexion. Cette élimination doit peut-être nous amener à avoir une réflexion aussi différente, non pas de complètement occulter le côté formation, au contraire, et je l'ai souvent dit, il faut qu'on continue sur cet axe-là, c'est un axe fort du club, c'est un des piliers du club, mais peut-être avoir une proportion joueurs expérimentés et très jeunes joueurs plus équilibrée que ce qu'on a ces dernières années au Stade Rennais. Ça, c'est une vraie réflexion à avoir avec les dirigeants, avec les propriétaires du club, enfin le propriétaire du club, sur la composition du futur groupe du Stade Rennais, si on veut peut-être avoir des ambitions supérieures encore, je pense. Quand tu es arrivé, pour prolonger, quand tu es arrivé il y a presque 2 ans maintenant à la tête du club, tu as dit qu'il faut que ce club gagne en culture de la gagne, enfin que la culture de la gagne progresse et infuse plus dans ce club. Est-ce que tu crois, à ton avis, qu'elle a augmenté cette culture de la gagne malgré l'élimination de jeudi? Elle augmente, mais pas assez vite, à mon goût. Et on est là pour ça. On a cette ambition-là. Mais quand je dis ça, ça englobe toutes les composantes du club. Mais Paris ne s'est pas fait en un jour. Il y a des étapes à franchir. Et je répète que parfois les étapes qui sont dures à accepter, parce que ce sont des échecs, ce sont des déceptions immenses, peuvent faire progresser les choses plus rapidement. On dit parfois en équitation que quand on tombe de cheval, il faut remonter tout de suite Oui. dessus. Est-ce que pour Bellossian, qui est passé par plusieurs stades dans le match, c'est une bonne chose de le faire jouer le match suivant ou dans ton esprit, c'est pas si facile que ça? Je ne vous dirai pas ce que je ferai avec Janu, mais ce que je peux vous dire, c'est que je l'ai vu tout de suite après le match, ce qui m'arrive très très rarement, parce que ce n'est pas forcément ma façon de fonctionner. Je sais par expérience que souvent c'est plutôt négatif qu'autre chose, mais là je l'ai vu pour lui dire que j'étais fier de ce qu'il avait fait, qu'il fallait qu'il lève la tête. Évidemment que c'était très dur, mais que c'est aussi, ça fait partie aussi des événements d'une carrière qui font grandir, qui font progresser. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est pas ce qu'on croit de la part du match de Janu. D'abord, c'est sa qualité, la qualité de son match, mais c'est lorsqu'on a encaissé le but refusé. Revoyez les images. Celui qui va chercher le ballon dans le but pour l'emmener tout de suite engagé, c'est lui. Ça montre qu'à 18 ans, il a justement cette culture-là de la gagne, cet état d'esprit, cette mentalité de compétiteur, de garçon qui ne se laisse pas abattre au moindre événement contraire, collectif ou individuel. Donc ça, ce sont des choses qui, pour moi, sont très révélatrices de l'état d'esprit et de la mentalité du joueur. Et c'est une mentalité de champion. En plus, il a les qualités. Donc voilà, je ne vais pas tout gommer sur ce qu'il a fait sur les 3 matchs, parce qu'il y a eu une petite erreur. Et encore, si on peut parler d'erreur, parce que
En ce moment, le ballon, après ce geste-là, il peut revenir dans les mains de Steve, il peut aller au-dessus de la barre, il peut aller à côté, il peut aller partout et il ne tourne pas. Et j'ai presque plus de regrets qu'on ait mal géré notre fin de match. Je pense qu'il y a des moments où on aurait dû garder le ballon. On avait la possibilité de le garder, peut-être d'aller provoquer une faute, gagner un peu de temps, à l'image de ce que font certaines équipes expérimentées. J'en ai vu une hier soir, par exemple, qui a été très bonne là-dessus. Et ça fait partie du jeu, et ça fait partie du très haut niveau. Et quand on parle de culture de la gagne, ce sont aussi ces choses-là qu'on doit acquérir très vite. Mais pour les acquérir, il faut les avoir vécues, il faut les surmonter, et c'est ce qu'on est en train de vivre. Juste pour rester sur Januel, est-ce que tu as pensé, notamment à la prolongation, peut-être à le faire sortir? Il avait enchaîné 3 matchs en 7 jours. Est-ce que ça t'a traversé l'esprit? Et Non. aussi, comment il est maintenant 2 jours après ce moment-là? On l'a vu en larmes sur le terrain. Est-ce que tu lui as reparlé depuis la fin de match? Est-ce qu'il a bien digéré ça? Non, j'ai pas imaginé de le sortir, parce qu'il d'abord, il était très bien, et qu'il n'y avait aucune raison de le changer. Pour la deuxième question, non, je ne lui ai pas reparlé depuis la fin du match, l'entretien que j'ai eu avec lui tout de suite après le match. Il a récupéré physiquement, moralement aussi. Parce que je vous dis, il a une attitude de champion, il a une mentalité de champion, et il a été aussi, et ça aussi c'est un signe fort du groupe, réconforté par tout le monde. Donc aujourd'hui, je ne vous dis pas qu'il n'est pas malheureux, mais en tout cas, il est prêt à repartir pour être performant dès que je ferai appel à lui. Pour élargir juste un peu la question, pas que à Januel, il y a la défense centrale, c'est le secteur où le club a le plus recruté cet été. Et finalement, toutes les recrues n'ont pas joué les matchs décisifs. Est-ce que ça te pose problème, toi, dans la manière du coup dont l'effectif a été construit? Est-ce que tu trouves qu'il y a un problème par rapport à cette défense centrale? Mais le football, c'est un mouvement perpétuel. C'est-à-dire que les vérités du mois de juin ou juillet ne sont pas celles du mois de septembre ou de janvier. Donc, et puis, si j'ai des choses à dire, c'est pas à vous que je les dirai, forcément, parce que c'est pas ma façon de faire. Donc, voilà, c'est pas pour moi. Je vous le dis souvent, les choix que je fais, ils sont faits par rapport à ce que je vois à un instant T, et c'est aussi normal que dans une saison, il y ait du mouvement, qu'il y ait des joueurs qui soient moins en forme pour diverses raisons, parce qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et c'est une saison particulière en plus, avec cette Coupe du Monde qui est arrivée en plein milieu de la saison. C'est un secteur qui a besoin de stabilité un petit peu. Oui, aussi. oui. C'est pour ça que les 3 derniers matchs, il y a une charnière stable. Oui, mais avant, ça a beaucoup changé depuis le début de saison. Oui, plein d'associations différentes. Oui, mais de plus en plus, même à ces postes-là, on doit avoir une faculté d'adaptation, parce qu'on enchaîne beaucoup de matchs, parce qu'il y a des joueurs internationaux qui peuvent avoir des périodes où c'est plus difficile. Et moi, je trouve que c'est plutôt une richesse d'avoir des joueurs formés au club qui soient capables de prendre le relais comme ils l'ont fait depuis 3 matchs. Bon, alors Ouarmed, c'est un peu différent, parce que l'année dernière, elle était titulaire à part entière, elle a fait une grosse saison. C'est pour des raisons de blessure physique qu'il est sorti de l'équipe. Donc c'est un retour normal pour moi d'un joueur qui retrouve son niveau et son meilleur niveau depuis quelques temps, suite à une longue blessure et à 2 opérations. Donc, et puis il y a l'avènement de Januel qui fait qu'aujourd'hui il a pris une place qui n'était peut-être pas destinée au départ à lui, mais c'est le foot de haut niveau, c'est la concurrence, c'est ce que chaque joueur doit être capable d'accepter et ce que chaque coach doit faire quand il gère un effectif de 22, 23 ou 24 joueurs de champ. Le déclassement entre guillemets d'Arthur, c'est un problème de forme, d'attitude, les deux, ou c'est juste l'avènement? Non, mais c'est pas un déclassement. J'aime pas ce terme parce que c'est toujours dévalorisant. Je vous l'ai dit, je suis pas là pour punir, sanctionner ou déclasser. C'est pas ça. C'est une analyse d'un enchaînement de matchs. Je vous l'ai dit, il y a eu aussi cette coupure de la Coupe du Monde, et lui, même s'il n'a pas joué avec la Belgique, il a participé. Et on sait que mentalement, il y a des choses qui se passent, on laisse des forces, et peut-être qu'il le paie un petit peu, qu'il l'a payé un petit peu, mais moi j'ai confiance en lui, je sais que c'est un compétiteur aussi, il a réagi à l'entraînement, donc ça a un côté aussi positif. Il incarne un petit peu, Arthur,
le fait de ces choix forts que tu as fait, peut-être de privilégier, de donner sa chance à la jeunesse plutôt qu'à des joueurs cadres. Est-ce que justement, le reste de la saison, l'enjeu, c'est pas concerner ces cadres-là, c'est quelque chose, un thème auquel tu penses fortement? Oui, bien sûr. Et puis, maintenant qu'on va avoir plus qu'un match par semaine, évidemment qu'il y aura moins de rotation, sauf, ce que j'espère pas, Pépin. Donc, évidemment que les choix vont être encore plus difficiles à faire et à accepter. Mais ça fait partie du football de haut niveau, ça fait partie des exigences d'un club qui veut lutter pour se qualifier pour une place européenne. On ne peut pas faire une saison qu'avec 11 joueurs. Et voilà, c'est la réalité d'un club qui veut ambitionner d'être dans le très haut niveau. Jeudi soir, Warmed a dit que pour le derby de dimanche, il n'y avait que 2 choix, gagner ou gagner. Est-ce que... J'avais pas vu qu'il avait dit ça, ni lu qu'il avait dit ça, c'est bien. Est-ce qu'il y a une pression particulière? Il y a toujours de la pression. Quand vous êtes dans un des clubs où il y a une exigence de résultat, et c'est le cas pratiquement dans tous les clubs, parce que c'est soit pour le haut niveau, soit pour le haut de tableau, soit pour le maintien. Donc, quand vous êtes entraîneur ou joueur au haut niveau, vous avez toujours une pression, et elle est normale, et on est là pour la supporter. Maintenant, je pense que le meilleur moyen d'aborder les matchs, c'est justement d'avoir une pression positive et non pas une pression qui nous inhibe ou nous empêche de nous exprimer. Est-ce que tu as eu l'actionnaire au téléphone depuis l'élimination? Comment il l'a vécu? Est-ce que l'ambition d'être européen à la fin de saison est obligatoire presque pour le club pour ne pas rater sa saison? Et aussi, est-ce que le trio que vous formez avec Olivier Clorec et Florian Maurice reste sur la même longueur d'onde, reste soudé? Alors, évidemment que j'ai eu Monsieur Pinault, père et fils, comme très souvent après les matchs. Je ne vous dirai pas la teneur de nos entretiens. Mais évidemment que l'ambition d'être européen est toujours d'actualité, parce qu'on est d'abord, en termes de points, au contact de ces places-là, et que c'est l'objectif fixé en début de saison, et qu'on est, pour l'instant, on est dans les clous. Donc, évidemment que c'est toujours d'actualité. Concernant la deuxième partie de la question, il n'y a aucun problème ou once de problème entre le président, Florian et moi-même sur le travail qu'on fait chaque jour. Tu as déjà un peu répondu à la question tout à l'heure, mais pour prolonger, il n'y a plus qu'un match par semaine jusqu'à la fin de saison, et a priori, il va falloir à chaque match éliminer, enfin en tout cas sortir 1, 2, voire 3 joueurs du groupe en fonction des retours attendus. Comment est-ce que tu comptes procéder là-dessus? Parce que forcément, il va y avoir des joueurs qui ne seront même plus dans le groupe. Oui, ça fait partie du travail d'un entraîneur, de faire des choix, de les assumer, parfois les expliquer aussi, parce que c'est nécessaire et utile, parfois pas, parce que parfois il n'y a pas d'explication à donner. Donc voilà, je le ferai comme je l'ai toujours fait, en mon âme et conscience, par rapport à ce que je verrai à l'entraînement, par rapport aux formes des uns et des autres, par rapport aussi à un contexte de match particulier, parce qu'il y a des joueurs qui peuvent avoir des profils plus adaptés pour affronter certaines équipes que d'autres. Donc voilà, mais c'est ce qu'on fait tout le temps. Alors là, évidemment que c'est quand on joue tous les 3 jours, il y a plus de place pour concerner plus de joueurs. Mais ça peut être aussi un mal pour un bien d'avoir plus qu'un match par semaine, parce qu'on va pouvoir s'entraîner plus, préparer encore mieux les matchs que ce qu'on fait lorsqu'on a très peu d'entraînement entre les matchs. On parle d'objectifs européens. On a l'impression que Rennes vit un peu sur sa cagnotte accumulée avant la Coupe du Monde, parce que depuis la Coupe du Monde, c'est plus un parcours de milieu de tableau qu'un parcours européen. Oui, et surtout à l'extérieur. Mais c'est pareil. L'année dernière, on a eu une période un peu identique, quasiment à la même époque. On a su rebondir, on a su réagir, on a su repartir dans le bon sens. Donc c'est à nous d'agir pour repartir et être dans la moyenne de points qui sera nécessaire pour être européen en fin de saison. Mais il y a aussi d'autres équipes qui peuvent avoir une baisse de régime. On ne sait pas ce qui va se passer. Il reste encore 14 matchs. Et il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Donc à nous d'être performants, sans trop se soucier des autres. C'est important aussi, ça. Et de nous concentrer sur notre jeu, sur nos forces et sur ce qu'on doit mettre en œuvre pour atteindre cet objectif.
Un mot sur cette équipe de Nantes, justement, où on attend un rebond. Ouais, c'est une équipe qui prend peu de buts, qui est très solide, qui a des transitions fortes avec des joueurs rapides, efficaces. Donc on s'attend, mais comme d'habitude, comme tous les matchs, je crois que tous les matchs de Ligue 1 sont accrochés. On s'attend à un match difficile, c'est un derby en plus, donc on sait ce que ça veut dire, on sait ce que ça demande en termes d'engagement et de motivation. Voilà, on est préparé, on est préparé à enchaîner des matchs, on est préparé à surmonter les échecs. Et je rappelle quand même qu'on a gagné le match contre le Shakhtar. Et évidemment qu'on est éliminé, mais on l'a gagné. Et on avait, dans le temps, on va dire normal, pas pris de but, ce qui peut être aussi quelque chose de positif si on veut trouver des choses positives. Je me permets de sortir un peu du cadre de Rennes. Et la question a été posée jeudi soir, mais à froid, c'est peut-être une réflexion différente. Comment t'expliques le décalage entre le fait qu'on a une Ligue 1 qui est plutôt plaisante avec des bons matchs, des belles équipes, et ces échecs répétitifs en Coupe d'Europe où le football français n'arrive pas à franchir des tours et à être ambitieux finalement pour aller plus haut? C'est difficile à expliquer. On peut toujours trouver toutes les explications ou excuses possibles. J'en ai pas de rationnel en tout cas. Voilà, nous concernant, parce que je n'aime pas parler des autres, parce que je ne connais pas suffisamment le contexte des autres clubs. Et nous concernant, on a sûrement encore, on en a parlé précédemment, des choses à apprendre au niveau du, j'allais dire du vice, j'aime pas trop ce mot, mais de la maturité qu'on doit avoir pour, par exemple, pour gérer une fin de match mieux que ce qu'on a fait jeudi, pour lorsqu'à Fenerbahçe on mène 3-2 à 2 minutes de la fin, mieux négocier certaines actions. Voilà, mais il y a d'autres équipes qui sont jeunes aussi et qui le font mieux que nous, donc j'ai pas envie de trouver d'excuses. C'est malheureux pour le foot français. C'est malheureux pour nous parce qu'on aurait pu être le seul club français qualifié pour l'Europa League et ça aurait été un bon coup de projecteur pour le Stade Rennais. Mais j'ai pas une explication plus rationnelle à vous donner que ce que je vous dis là. Désolé, je fais juste une question en plus, il faut la poser. Tu as été beaucoup critiqué sur ta vision des tirs au but, le mot loterie. Magnifique. Est-ce que tu veux répondre Je l'attendais, à ça? je suis vraiment content que tu me la poses, Clément. Est-ce que tu veux répondre à ça? Et est-ce que aussi tu veux nous dire peut-être que vous aviez préparé la séance de tir au but, en tout cas? Qu'est-ce que ça veut dire préparer une séance de tir au but, par exemple? Comment? Le gardien? Étudier Vous pour savez le gardien? combien de pénaltys il avait arrêté et à quel endroit il les avait arrêtés, le gardien? Oui, ils étaient étudiés. Et ils n'ont pas tiré là où ils avaient tiré avant. Donc ça, ce sont pour moi des effets de langage qui n'ont rien à voir avec une séance de tir au but. Je vais vous citer quelques noms: Mbappé, Platini, Pirlo, Shevchenko, Di Baggio. C'est des joueurs techniques ou ce sont des joueurs qui ne sont pas très techniques? Pour ceux qui ont un peu plus mon âge, qu'on connaît. Vous les qualifiez de joueurs techniques ou de joueurs pas techniques? Bon. Est-ce que vous savez qu'ils ont tous raté un tir au but dans leur carrière? Donc quand on me dit que c'est un geste technique, évidemment, mais le geste technique, il dépend de la pression, de la fatigue, de l'émotion. Par exemple, Leslie, quand il partirait son penalty, enfin son tir au but, et qu'il y a l'accrochage, ça dure 5-10 secondes. Vous savez ce qui se passe dans sa tête pendant 5-10 secondes? Personne ne sait, si, ceux qui ont vécu. Moi, je l'ai vécu. Quand vous partez du rond central jusqu'au point de penalty, du rond central, vous dites, je vais tirer là. Vous arrivez au milieu, vous dites, putain, peut-être je ne vais pas tirer là. Puis vous arrivez au point de penalty, vous changez encore votre... Donc, évidemment qu'il y a le geste technique, mais il y a tout ce qui englobe le geste technique. Donc, vous pouvez tirer 5000 penaltys à l'entraînement dans un contexte où il n'y a pas de pression, il n'y a pas de public, il n'y a pas de fatigue, il n'y a pas d'enjeu. Vous allez les mettre, oui, les 5000 peut-être. Et puis le jour du match, parce que sinon, ces joueurs-là, ils n'auraient jamais raté un tir au but. Explique-moi pourquoi ils auraient raté ce tir au but, puisqu'ils ce sont des très très grands joueurs qui techniquement faisaient partie des meilleurs joueurs du monde. Pourquoi ils auraient raté un tir au but si c'était un geste que technique? Vous avez une explication ou peut-être? Non, c'est plus dans l'approche, c'est pas forcément de le répéter à l'entraînement, mais de le faire comprendre et de faire passer au groupe le fait que la séance de tir au but... Donc, je te le répète, tous les tireurs ukrainiens qui ont tiré, ils ont tiré de l'autre côté, de ce qu'ils avaient l'habitude de tirer. Voilà, donc vous pouvez préparer ce que vous voulez. Après, il y a l'inspiration,
il y a des choses qui se passent qui sont inexplicables dans ces séries-là, et notamment au niveau mental. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui me mettent... Enfin, je veux dire, voilà, j'aime mieux pas aller plus loin parce que c'est créer des débats, de la polémique pour rien du tout. Voilà. Mais évidemment, ça oui, bien sûr. Et ça fait partie, de la même manière que la gestion de la fin de match, où on doit être plus maître du ballon, garder une maîtrise, provoquer des fautes, faire tourner le chronomètre. C'est ça, oui. C'est ça que je peux, entre guillemets, reprocher à mon équipe sur ce match-là. Mais qu'est-ce que vous voulez que je reproche à Leslie, à Biggie ou à Jérémy d'avoir raté un tir au but? Mais il faudrait être débile pour faire ce reproche-là, ou pour se dire on n'a pas préparé les tirs au but. Mais c'est complètement idiot de penser ça. Voilà. C'était cette question-là sur ce moment où cette embrouille, on va dire, un petit peu qui dure Oui, quelques instants. Ça pour toi, c'est le moment qui fait tourner la séance. Bien sûr. Il se passe peut-être, je ne sais pas, 10 ou 15 secondes qui donnent encore dans la tête de Leslie peut-être un doute, peut-être des interrogations, parce qu'on sait que ça se passe comme ça. Quand vous partez, je vous dis, quand vous partez du rond central jusqu'au point de pénalty, vous avez l'impression que ça dure un long moment et il y a plein de choses dans votre tête. Et alors, oui, mentalement peut-être se préparer, mais c'est pas si évident parce qu'il faudrait se mettre donc à l'entraînement, faire un match de 2 heures avec les mêmes efforts qu'un match de Coupe d'Europe, avec du public, avec de l'enjeu, c'est-à-dire si tu rates ton penalty, je ne sais pas, il faudrait trouver un système pour que le gars soit sanctionné. Mais sinon, moi je vais tirer des penaltys à l'entraînement, je vais les mettre aussi. Hein. Même à mon âge, je vais les mettre à l'entraînement. Enfin, peut-être pas tous, mais je vais en mettre beaucoup. Et le jour du match, si vous êtes en finale de Coupe du Monde, si vous êtes en Coupe d'Europe, si vous êtes en finale de Coupe de France, c'est plus pareil. Je peux vous le dire. Sinon, tous les joueurs que je vous ai cités, je ne pense pas qu'ils aient une technique rudimentaire qui fait qu'ils aient raté un tir au but. Enfin, peut-être que je ne connais pas suffisamment le football, mais je pense que ce sont tous des très très grands joueurs au niveau technique. Merci. Bonjour. Ça va. Bonjour Jérémy, est-ce que tu peux nous dire peut-être pour commencer dans quel état d'esprit tu es 48 heures après cette élimination cruelle et comment tu as senti le groupe après cette désillusion? Bien sûr, moi personnellement, et je pense tout le groupe, on est tous déçus parce qu'il y avait un truc à chercher et à la dernière minute, on était en train de gagner, donc c'est très dommage qu'on a quand même lâché et qu'on a perdu. Après, là, il faut vite basculer parce qu'il y a déjà un match demain et pas un match comme les autres. C'est un derby contre Nantes, donc il faut vite basculer, mais bien sûr qu'on est tous déçus. C'est en termes d'émotion que c'est le plus compliqué, le fait d'être monté très haut dans le positif avec le but d'Ibrahim et puis la chute, c'est ça qui est plus compliqué à gérer? C'est ça qui est le plus compliqué, oui, et aussi parce qu'il restait encore 1 minute ou 2 minutes. Et après, ils marquent un but de nulle part, alors que ils n'ont rien montré, on était plus forts. Et c'est ça qui est le plus difficile à accepter, en fait. Sur le plan personnel, tu as fait un très bon match. C'est un enchaînement qui continue pour toi, où tu es décisif. Tu as le sentiment de retrouver la plénitude de tes moyens. C'est plutôt physique ou c'est plutôt mental sur Je pense là, ça fait... Non, sauf le match contre Clermont, mais les 3 autres matchs que j'enchaîne, ça fait longtemps que j'ai enchaîné. Physiquement, ça va mieux. Comme vous voyez, je peux jouer les matchs. Je cours sans problème, sans pépin. Donc c'est ça le plus important. Mais aussi mentalement, bien sûr. Quand tu joues et quand tu enchaînes les matchs, tu commences à avoir la confiance. Tu commences à tenter des trucs peut-être... Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu avances vers le point de pénalty? Est-ce que c'est compliqué à gérer? Moi, franchement, quand je marchais pour tirer... Donc, quand le coach il a demandé, avant de tirer les pénaltys, j'ai directement levé ma main parce que j'étais confiant. Et quand Désiré il avait marqué, et après c'était à moi, j'étais toujours aussi confiant. Après, quand j'ai frappé, j'ai senti toute la fatigue. Et je me suis dit, dans ma tête, j'avais frappé fort. Alors qu'après, quand j'ai frappé, c'était pas si fort au final. Donc,
Après, le gardien, il n'a rien pris la balle. Mais comme le coach l'a dit, à l'entraînement, je frappe toujours là et c'est dedans. Après, là, c'est dommage que je n'ai pas pu marquer. Parce que après le match que j'ai fait, si j'aurais marqué, ça aurait été la totale, quoi. Donc, c'est dommage. Ça fait 3 matchs que tu es le meilleur joueur de l'équipe, si on regarde les notes, mais d'une équipe qui ne gagne pas. C'est pas un peu frustrant d'être le meilleur dans une équipe qui ne gagne pas? Je ne vais pas dire que je préfère l'inverse aussi, mais je préfère qu'on gagne quand même, qu'on gagne et que je sois peut-être moins bon. Mais je pense que ça va venir, ça va venir. En tout cas, moi, je vais continuer mes performances comme ça et être encore plus décisif. Et tout le monde va être mieux. Et après, on va gagner les matchs et comme ça, on enchaîne. C'est pas la vitesse qui te manque là, c'est peut-être de cadrer, non? Tu as tiré 2-3 fois, il manque du but là, non? C'est plus, ouais, il manque des buts, bien sûr. Et c'est plus aussi quand tu as fait une action et quand tu es au bout de souffle et qu'après tu dois encore frapper, ou c'est la lucidité surtout. Et ouais, comme j'ai dit, quand tu es au bout de souffle, encore frapper, cadrer, c'est ça le plus difficile, mais je travaille sur ça. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'avant, je frappais même pas. Et que là, chaque match que je joue, je suis dans les dernières 30 matchs, j'ai des occasions. Donc, c'est ça le plus important pour moi. Et je sais que dans les prochains matchs, ça va rentrer dedans. Après, dès que j'ai le sentiment et dès que j'ai le goût de marquer, ben, là, je vais enchaîner. Malgré tout, tu as beaucoup été emmerdé par les blessures ici au Stade Rennais. Là, tu as joué 120 minutes. Tu as joué un match de 120 minutes et on a eu l'impression que tu n'étais pas fatigué pendant 120 minutes. Est-ce que ça te fait du bien Est-ce que tu espérais ça? Est-ce que tu t'attendais à être aussi Franchement, même moi, j'étais choqué que je pouvais jouer 120 minutes en étant sur le terrain. Hein. Quand j'étais sur le terrain, je me suis dit, je continue à courir, même le dernier ballon qui était passé là, 120e minute en profondeur. Et je courais encore, je me regardais, mais je disais, Jérémy, t'es en forme. Mais non, ça m'a fait du bien, bien sûr, parce que ça faisait longtemps. Et avec le public, tout ça, je pense que tout ça, ça m'a aidé. Et comme je dis, c'était un match énorme et je voulais vraiment gagner ce match. Donc j'ai tout donné. Et ouais. Et justement, après 120 minutes, là, tu te sens physiquement comment 2 jours après? Physiquement, ben, il faut récupérer. Et là, c'est le 2e jour après le match, donc là, j'ai quand même récupéré. Demain, c'est le match à 15h, donc ça va aller. Et en fait, des matchs comme ça, après, pour récupérer et tout ça, le plus important, c'est aussi mentalement. Et mentalement, si tu te dis que tu es bon, tu peux continuer, tu peux enchaîner, ben, ça va aller. Il y a quelques temps, tu étais venu nous voir en conférence de presse et c'était après un enchaînement de blessures déjà et tu avais expliqué que tu avais changé certaines choses dans ton quotidien, dans tes habitudes de sommeil, de nourriture, etc. Tu avais été reblessé derrière. Est-ce que là, tu as le sentiment que tu gagnes enfin tout le travail qui a été mis en place sur ce plan hors football? Oui, je pense que vous avez mal compris quand j'ai dit je vais changer les trucs. En fait, j'ai dit j'allais faire plus attention encore. Mais ça ne veut pas dire que dans ma hygiène de vie ou ce que je faisais n'importe quoi, parce que ce n'est pas le cas. Mais j'ai dit que j'allais faire plus attention. Et parfois, c'est de la chance, ou parfois, c'est comme ça. Les blessures, ils vont arriver. Moi, j'ai un profil très explosif, et ce n'est pas comme les autres, donc moi, j'ai plus de chances de me blesser. Et après, là, je fais pareil, comme avant, mais je fais toujours un peu plus attention aux récupérations, à ce que je mange, sommeil, tout ça, comme je faisais avant. Mais là, en fait, je pense le meilleur moyen de ne pas se blesser, c'est d'enchaîner. Et ce que je suis en train de faire. On a vu ton coéquipier Januel Bélocian effondré après son but contre son camp. Est-ce que tu lui as parlé depuis, comment il va et comment il a géré ce moment difficile? Non, je lui ai parlé, mais pas de ça. Non, pas de ça. Il sait ce qu'il a fait, et on sait tous que ça lui a fait mal. C'est un jeune garçon, il a 18 ans. Et comme vous avez pu voir, pendant tout le match, il a été top. Donc moi, je ne l'en veux pas du tout. Et moi, je lui ai dit, on va jouer contre Nantes, là. Bascule vite, parce que même moi, j'ai raté un penalty. Donc, c'est pas toi, il faut pas penser que c'est à cause de toi. Parce qu'il y a des gens peut-être qui peuvent dire ça, les supporters ou je sais pas. Mais moi, je lui ai dit, regarde le match que tu as fait. C'est pas cette action-là qui va déterminer ton match. Donc, il faut vite basculer. On a pu à un moment te reprocher de jouer très arrêté pour essayer sur un coup de rein de passer le défenseur. Or, on voit bien que quand tu fonctionnes très bien, c'est quand tu es lancé
et que tu vas très vite. Alors c'est quoi la réalité de Jérémy Doku? C'est de jouer plutôt arrêté ou de jouer lancé? Non, je fais quand même, quand tu regardes les matchs que je joue, parfois je suis arrêté. Moi, comme j'ai dit, je suis plus explosif, un joueur explosif, donc j'aime bien m'arrêter pour que le défenseur s'arrête aussi. Et là, quand je pousse la balle, c'est impossible de m'arrêter normalement. Donc c'est pour ça que je m'arrête pas complètement, mais je m'arrête pour que lui aussi il ralentit. Et comme ça, je redémarre et c'est bon, je suis parti. Mais je peux faire les deux, je peux faire les deux. Et comme vous avez vu, quand vous me lancez en profondeur, je peux aussi aller très vite. Donc je peux faire les deux. Tu disais à Januel, c'est Nantes bascule vite. Est-ce que justement un derby, c'est le bon match pour rebondir après une cruelle désillusion? Oui, c'est exactement ça. Et en plus, ça va être une ambiance de fou, de malade. Et on aime ça. Et comme Mohamed il a dit, un derby, on est là pour gagner. Que pour gagner. Donc on va tout donner là-bas et pour prendre les 3 points. On va rentrer dans une phase là où vous allez jouer plus qu'un match par semaine jusqu'à la fin de saison. Le coach peut prendre que 21 joueurs dans son groupe à chaque match, donc il va y en avoir qui vont être laissés sur le carreau à tous les matchs. Est-ce que tu as le sentiment que là, la concurrence va être encore plus forte et comment il va falloir faire pour tirer son épingle du jeu? Ça va être l'entraînement qui va être décisif? Les entraînements, bien sûr, mais aussi pendant les matchs, il faut être performant. Dans tous les cas, il fallait être performant. Et à l'entraînement, ça a toujours été important, même si on jouait tous les 3-4 jours. Mais maintenant, ça va être encore plus important. Et les semaines vont être longues, ça c'est vrai. On aurait aimé continuer à jouer tous les 3 jours, mais ce n'est pas le cas. Mais bien sûr que maintenant, il y aura de la concurrence, mais dans le haut niveau, c'est comme ça. Alors, on a vu en Coupe d'Europe que les arbitres sifflaient les fautes qui étaient commises contre toi, ce qui n'est pas toujours vrai Ouais, en Ligue 1. c'est vrai. Est-ce que tu as l'impression que tu n'es pas assez protégé, toi et d'autres joueurs? Oui, totalement. Moi, c'est vrai. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ici, Europa League, les matchs que j'ai joués, ils sifflaient les fautes, surtout contre moi. Mais en Ligue 1, on me touche, on me tacle. Non, on dirait que je tombe exprès ou qu'on ne me touche pas. Ou je ne comprends pas parce que je ne suis pas un mec qui tombe pour rien ou qui tombe pour... ouais, donc moi, quand je tombe, et quand j'ai mal ou je ne sais pas quoi, c'est parce qu'on m'a touché. Ce n'est pas parce que je fais exprès. Donc, ouais. Tu savais que le monsieur qui te pose des questions, c'est le président de ton fan club? Ah bon? Ah, je ne savais pas. Et juste sur la fin de championnat, parce qu'il vous reste que le championnat, sur ce qu'il faut viser, là vous êtes à 6 points de la 4e place et le podium est encore plus loin. Comment est-ce que tu vois les choses? Est-ce que vous pouvez encore... Ce que je vois, c'est qu'il y a encore 14 matchs. 14 matchs, c'est beaucoup de points à prendre. Nous, on regarde match par match, mais on a des ambitions, bien sûr, et on a tout pour aller chercher. Donc moi, j'ai confiance en nous. Et je sais qu'on va le faire. L'Europe. Ouais. Le plus loin possible. Il ne faut pas se mettre des limites. Tout à l'heure, on disait que tu manquais de buts. Qu'est-ce qui te manque pour être plus décisif devant le but, pour marquer des buts? Et comment tu travailles cet aspect technique où on sent que tu n'es pas encore au top du top? Je pense que c'est aussi le positionnement pour marquer des buts faciles. Juste... des buts en une touche, juste devant le but, parce que j'ai pas de but comme ça. Moi, quand je marque, c'est souvent par des dribbles ou par des exploits. C'est rarement par des buts seulement devant le but où je peux marquer juste une touche. Donc, peut-être c'est aussi le positionnement et aussi le relâchement devant le but. Donc, c'est des trucs comme ça où tu peux travailler à l'entraînement. Oui. Juste, ça va bientôt faire 2 ans que Bruno Genesio est arrivé à la tête de l'équipe. Qu'est-ce que tu peux nous dire de sa manière de fonctionner au quotidien, du coach qu'il est avec vous? Bruno, le coach, humainement, il est très fort. Il parle avec tout le monde. Il dit ce qu'il pense de toi, il dit ce qu'il a besoin de toi. Et tactiquement aussi, il est très fort. Donc moi, j'aime bien ce coach. Merci.